Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Il a retrouvé son sang-froid. Et cette fois, il arrive à activer la reconnaissance vocale. Il ne perd pas de temps, s'assoit devant le poste 3 et s'identifie sur le parapluie de débit. Le message qu'il envoie à Hodges est bref et direct. « Je vais te tuer. Tu me verras pas arriver. » Le lundi, 2 jours après la mort d'Elizabeth Wharton, Hodges est de nouveau installé à une table chez Demasio's Ristorante Italiano. La dernière fois qu'il était là, c'était pour déjeuner avec son ancien coéquipier. Cette fois, c'est pour dîner. Et ses convives sont Jérôme Robinson et Janelle Patterson. Janelle le complimente sur son costume, qui lui va déjà mieux, même s'il n'a perdu que quelques kilos. Et le Glock qu'il a à la ceinture se remarque à peine. C'est son nouveau chapeau que Jérôme aime bien. Un Borsalino marron que Janelle lui a acheté aujourd'hui sur un coup de tête, puis offert, non sans solennité. Parce qu'il est maintenant détective privé, a-t-elle dit, et que tout privé qui se respecte se doit d'avoir un Borsalino qu'il peut incliner sur un sourcil. Jérôme l'essaye et lui donne l'inclinaison parfaite. « Alors, je ressemble à Bogart ?»« Je voudrais pas te décevoir, Jérôme, » dit Hodges. Mais Bogart était blanc. Tellement blanc qu'il avait presque un éclat lunaire, ajoute Janelle. J'avais oublié. Jérôme refile le chapeau à Hodges, qui le range sous sa chaise, se disant d'y penser en partant, et de ne pas marcher dessus. Il est ravi de voir que ces deux invités s'entendent bien dès le début. Une fois les plaisanteries avec le chapeau terminées et la glace brisée, Jérôme, tête mûre sur un corps de gamin, se dit souvent Hodges, fait bien les choses en prenant les mains de Janelle dans les siennes pour lui présenter ses condoléances. « Et pour votre sœur aussi, » dit-il. « Je sais que vous l'avez perdue il y a peu. Si je perdais la mienne, je serais le garçon le plus malheureux du monde. Barbe est chiante, mais je l'aime plus que tout. » Janelle le remercie d'un sourire. Puisque Jérôme est légalement trop jeune pour boire du vin, ils commandent tous du thé glacé. Janelle lui demande quels sont ses projets de fac, et quand il mentionne l'éventualité d'aller à Harvard, elle lève les yeux au ciel en disant « Un futur ancien de Harvard? Oh my God! Monsieur Hodges, il devra se trouver un autre esclave! » s'exclame Jérôme. Janelle rit si fort qu'elle doit recracher un morceau de crevette dans sa serviette. Ça la fait rougir, mais Hodges est heureux de l'entendre rire. Son maquillage soigneux ne suffit pas à cacher la pâleur de ses joues et ses cernes sous les yeux. Quand Hodges lui demande si tante Charlotte, oncle Henry et Holly la marmonneuse apprécient leur séjour dans la grande demeure de Sugar Heights, Janelle se prend la tête dans les mains comme en proie à une affreuse migraine. « Tante Charlotte m'a appelé 6 fois aujourd'hui. J'exagère pas, 6 fois. La première fois pour me dire que Holly s'était réveillée en plein milieu de la nuit sans savoir où elle était et qu'elle avait fait une crise d'angoisse. Tati C était à 2 doigts d'appeler une ambulance, mais oncle Henry a finalement réussi à la calmer en lui parlant de la NASCAR. Holly est dingue de courses de stock-car. Elle n'en rate jamais une à la télé, d'après ce que j'ai compris. Jeff Gordon est son idole. » Janelle hausse les épaules. « Allez comprendre. »« Quel âge elle a, cette Holly ?» demande Jérôme. « À peu près mon âge, mais elle a quelques petits problèmes de carence affective, je dirais. » Jérôme réfléchit en silence et dit « Elle ferait peut-être bien de s'inspirer de Kyle Busch, alors. » « Qui ? Pas grave, laissez tomber. » Janelle leur dit que tante Charlotte a ensuite appelé pour s'extasier sur la facture d'électricité, qui doit être faramineuse. Puis pour confier que les voisins semblent très froids. Puis pour déclarer qu'il y a une quantité épouvantable de photos et que tout cet art contemporain n'est guère à son goût. Puis pour faire remarquer que si Olivia pensait que toutes ces lampes étaient en pâte de verre, elle s'était bien fait avoir. Son dernier appel, que Janelle avait reçu juste avant de partir pour le restaurant, avait été le plus exaspérant. Oncle Henry voulait faire savoir à Janelle, avait dit sa tante, qu'il avait étudié la question et qu'il n'était pas encore trop tard pour changer d'avis concernant l'incinération. Cette idée contrariait beaucoup son frère. Il appelait ça « des funérailles de vikings ». Et Holly ne voulait même pas en parler, car ça l'horrifiait au plus haut point. « Ils partent bien jeudi, » dit Janelle, « et je compte déjà les minutes. » Elle presse la main de Hodges
et poursuit. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Tatissé dit que tu as tapé dans l'œil à Holly. Hodges sourit. Ça doit être ma ressemblance avec Jeff Gordon. Janet et Jérôme commandent un dessert. Hodges, d'humeur vertueuse, n'en prend pas. Puis, au café, Hodges se met au boulot. Il a apporté 2 dossiers, et il en tend un à chacun de ses convives. C'est toutes mes notes. Je les ai organisées aussi bien que possible. Je veux que vous les ayez au cas où il m'arriverait quoi que ce soit. Janet est alarmée. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre sur ce fichu site? Rien du tout, répond Hodges. Le mensonge sort tout seul et le ton est convaincant. C'est juste par précaution. Vous êtes sûr de ça? Demande Jérôme. Absolument. Il n'y a rien de concluant dans ces notes, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas avancé. Je tiens peut-être le moyen, je dis bien peut-être, de remonter jusqu'à ce type. En attendant, je veux que vous soyez tous les deux très attentifs à votre environnement à tout moment. Soum un jour, soum toujours, dit Janet. Exact. Hodges se tourne vers Jérôme. Et toi, à quoi plus précisément vas-tu faire attention? La réponse est rapide et claire. Aux véhicules fréquents, surtout ceux conduits par des hommes plutôt jeunes, disons entre 25 et 40 ans, même si je trouve que 40 ans c'est plutôt vieux, ce qui fait quasiment de vous un vieillard, Bill. Personne n'aime les petits malins, dit Hodges. T'apprendras ça avec le temps, jeune homme. Elaine passe à leur table pour demander si tout s'est bien passé. Ils répondent tous par l'affirmative, et Hodges commande une nouvelle tournée de café. Tout de suite, monsieur Hodges, répond-elle. Vous avez bien meilleure mine que la dernière fois, si je puis me permettre. Hodges ne le prend pas mal. Il se sent beaucoup mieux que la dernière fois. Plus léger que ne peut l'expliquer à elle seule la perte de 3 ou 4 kilos. Elaine partit, et le café servi, Janet appuie les coudes sur la table et se penche vers Hodges, les yeux dans les siens. « Quel moyen? Dis-nous. » Hodges se met à penser à Donald Davis qui a reconnu le meurtre non seulement de son épouse, mais aussi de 5 autres femmes sur différentes aires d'autoroute du Midwest. Bientôt, le belâtre Davis sera incarcéré à la prison d'État, où il passera sans aucun doute le restant de ses jours. Hodges connaît la chanson. Il n'est pas naïf au point de croire que tous les homicides finissent par être élucidés un jour ou l'autre. Mais les meurtriers sont généralement découverts. Quelque chose, un certain cadavre d'épouse dans une certaine carrière abandonnée par exemple, émerge au grand jour. C'est comme si une force universelle tâtonnante, mais puissante, mettait tout en œuvre pour remettre les choses en ordre. Les inspecteurs qui se voient confier une affaire lisent des rapports, interrogent des témoins, passent des coups de téléphone, étudient des expertises médico-légales et attendent que cette mystérieuse force fasse son travail. Quand ça arrive, si ça arrive, le chemin apparaît tout tracé, et il mène souvent droit au coupable, le genre d'individu que Mr. Mercedes appelle dans ses lettres un criminel. Hodges demande à ses convives « Et si Olivia avait vraiment entendu des fantômes ?» Sur le parking, debout à côté de la Jeep Wrangler d'occasion mais en bon état de marche que ses parents lui ont offerte pour ses 17 ans, Jérôme dit à Janet à quel point il a été content de la rencontrer et l'embrasse sur la joue. Elle a l'air surprise, mais enchantée. Jérôme se tourne vers Hodges. « Vous avez tout ce qu'il vous faut, Bill? Besoin de quelque chose pour demain? » Juste que tu vérifies ce dont on vient de discuter pour que tu saches quoi faire quand on ira sur l'ordinateur d'Olivia. Je m'en occupe. Bien. Et n'oublie pas de dire bonjour à ton père et ta mère de ma part. Jérôme sourit. Vous savez quoi? Je vais passer le bonjour à mon père, quant à ma mère... Tyrone Feelgood Delight fait une brève apparition. Moi, éviter cette bonne femme-là pour les prochains jours. Hodges lève les sourcils. T'es fâché avec ta mère? Ça vous ressemble pas? Non, elle est juste grognon. Et je peux comprendre. Jérôme ricane. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Il y a un concert au MAC jeudi prochain. C'est crétin around here. Barb et Hilda, avec d'autres copines, sont complètement folles à l'idée de les voir, même s'il n'y a pas plus mièvre comme truc. Quel âge a ta sœur? Demande Janet. 9, bientôt 10. Les filles de cet âge adorent les trucs mièvres. Et c'est une ancienne gamine de 11 ans fan des Bay City Rollers qui te le dit. Jérôme a l'air perdu, ce qui fait rire Janet. Si tu les connaissais, je perdrais toute l'estime que j'ai pour toi.
Enfin bref, elles n'ont jamais été à un vrai concert, vous voyez? Je veux dire, sans parler de trucs comme Barney ou Sesame Street on Ice. Alors elles ont fait pression et encore pression, même sur moi. Et les mamans ont fini par en discuter, puis ont décidé que puisque le concert était tôt, même si c'est en semaine, elles pourraient y aller à condition que l'une d'entre elles les accompagne. Elles ont carrément tiré à la courte paille, et ma mère a perdu. Il secoue la tête. Il a l'air solennel, mais ses yeux pétillent. Ma mère au Mac, entourée de 3 ou 4 000 gamines de 8 à 14 ans hurlant comme des groupies. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi j'essaie de garder mes distances? Je suis sûr qu'elle va s'amuser, dit Jeannet. Elle a probablement fait la groupie pour Marvin Gaye ou Al Green il n'y a pas si longtemps que ça. Jérôme saute dans sa Jeep, les salue une dernière fois et s'engage sur la O'Brien. Hodges et Jeannet se retrouvent seuls à côté de la voiture de Hodges par cette soirée quasi estivale. Un quartier de lune s'est levé au-dessus du pont qui sépare le secteur le plus aisé de la ville du quartier de Lowtown. « C'est un chouette gars, » dit Jeannet. « T'as de la chance de l'avoir. »« Ouais, » répond Hodges. « J'ai de la chance. » Elle lui enlève son borsalino et le met sur sa tête, lui donnant une légère mais provocante inclinaison. « C'est quoi la suite du programme, détective? Chez vous? Est-ce que tu penses ce que j'espère que tu penses? Je veux pas dormir toute seule. » Elle se dresse sur la pointe des pieds pour lui remettre son chapeau. « Alors s'il faut que je vende mon corps pour ne pas passer la nuit seule, eh bien, je le vendrai. » Hodges appuie sur la clé pour déverrouiller sa voiture et dit « Qu'on ne me reproche jamais de n'avoir pas su profiter d'une demoiselle en détresse. »« Vous n'êtes pas très gentleman, monsieur, » dit-elle. Puis elle ajoute « Dieu merci. Allons-y. » C'est mieux cette fois, car ils se connaissent un peu. L'appréhension a été remplacée par l'excitation. Quand ils ont fini de faire l'amour, elle se glisse dans une de ses chemises, tellement grande pour elle que ses seins disparaissent complètement et que les pans lui tombent sous les genoux, et part explorer sa petite maison. Il la suit de près, un peu nerveux. De retour dans la chambre, elle lui rend son verdict. Pas si mal pour une piole de célibataire. Pas de vaisselle sale dans l'évier, pas de cheveux dans la baignoire, pas de DVD porno sur la télé. J'ai même aperçu un légume ou deux dans le frigo, ce qui te vaut quelques points bonus. Elle a chipé 2 bières dans le frigo et trinque avec lui. « Je pensais pas qu'une autre femme viendrait ici, » dit Hodges. « À part peut-être ma fille. On s'appelle et on s'envoie des mails, mais Ellie n'est pas venue me rendre visite depuis au moins 2 ans. Elle a pris le parti de ton ex pendant le divorce? J'imagine que oui. » Hodges n'y avait jamais vraiment pensé en ces termes. Si c'est le cas, elle avait sûrement raison. « T'es peut-être un peu dur avec toi-même. » Hodges sirote sa bière. Elle passe plutôt bien. Alors qu'il prend une nouvelle gorgée, une pensée lui vient. « Est-ce que tante Charlotte a mon numéro, Jeannet? » Absolument pas. C'est pas pour ça que j'ai voulu passer la nuit ici plutôt que chez moi. Mais je mentirais si je disais que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Elle le regarde gravement. « Tu viendras à la cérémonie mercredi? Dis-moi que tu viendras, s'il te plaît. J'ai besoin d'un ami. » Bien sûr que je viendrai. Je viendrai aussi à la présentation du corps mardi. Elle a l'air surprise, mais agréablement. « C'est bien au-delà de ce que je te demande? » Non, Hodges ne le pense pas. Il est en train de mener une enquête et assister aux funérailles d'une personne impliquée, de près ou de loin, dans une affaire de meurtre et la procédure habituelle. Il ne croit pas vraiment que Mr. Mercedes viendra à la présentation du corps ou à la cérémonie d'hommage à la défunte du mercredi, mais ce n'est pas à exclure. Hodges n'a pas vu le journal aujourd'hui, mais il est tout à fait possible qu'un journaliste averti ait fait le lien entre Mrs. Wharton et Olivia Trelawney, sa fille qui s'était suicidée après que sa voiture avait été utilisée comme arme de crime. Ce genre de lien n'est pas franchement de l'info, mais on pouvait en dire autant des histoires de drogue et d'alcool de Lindsay Lohan. Hodges se dit qu'il a dû au moins y avoir un encadré. « Je veux être là, » dit-il. « Il se passe quoi avec les cendres? » L'entrepreneur des pompes funèbres les appelle les crèmes à cendres, dit-elle en retroussant son nez comme elle le fait quand elle se moque de son ouais. C'est pas répugnant? On dirait un truc que tu mets dans le café. L'avantage, c'est que je ne me battrai sûrement pas avec tante Charlotte et oncle Henri pour les récupérer. Non, ça c'est sûr. Il va y avoir une réception? Jeannet soupire. Tatissé y tient. Donc, cérémonie à 10 heures, suivie d'un buffet à la maison de Sugar Heights.
Pendant qu'on sera en train de manger des canapés de chez le traiteur et d'échanger nos meilleurs souvenirs d'Elizabeth Wharton, les pompes funèbres s'occuperont de l'incinération. Je déciderai quoi faire avec les cendres jeudi, quand ils seront partis. Ils ne seront même pas obligés de voir l'urne. C'est une bonne idée. Merci, mais je redoute la réception. Pas à cause de Mrs. Green, ni des quelques vieilles amies de maman, mais à cause d'eux. Si tante Charlotte fait un esclandre, Holly est capable de craquer. Tu viendras aussi, hein? Si tu me laisses passer les mains sous ta chemise, je ferai n'importe quoi pour toi. Dans ce cas, laisse-moi t'aider avec les boutons. À quelques kilomètres de la maison de Harper Road, où Kermit William Hodges et Janelle Patterson sont au lit ensemble, Brady Hartsfield est assis dans sa salle de contrôle. Ce soir, il est à son établi et non devant sa rangée d'ordinateurs. Et il ne fait rien. À côté de lui, au milieu de l'amoncellement d'outils, de morceaux de câbles et de pièces d'ordinateur, il y a le journal du lundi, toujours roulé dans son emballage plastique. Il l'a acheté en rentrant de Discount Electronics, mais seulement par habitude. Les nouvelles ne l'intéressent pas. Il a d'autres choses en tête. Comment avoir le flic? Comment entrer au concert des Round Hero Mac avec son gilet suicide minutieusement conçu? S'il décide vraiment de le faire, bien entendu. Pour l'instant, tout ça lui semble insurmontable. Un champ entier à labourer. Une montagne à escalader. Mais il n'arrive pas à trouver d'autres comparaisons. Ou bien, ce sont des métaphores. Peut-être, pense-t-il sombrement, que je devrais me tuer et en finir avec tout ça. Me débarrasser de ces effroyables pensées. Ces instantanés de l'enfer. Comme par exemple celui de sa mère prise de convulsions sur le canapé après avoir mangé la viande empoisonnée destinée aux chiens des Robinson. Ment avec les yeux exorbités et sa veste de pyjama couverte de vomi. Qu'est-ce que donnerait cette photo dans l'album de famille? Il a besoin de réfléchir. Mais il y a un ouragan qui se déchaîne dans sa tête. Un bon gros ouragan de force 5, type Katrina. Et ça vole dans tous les sens. Son vieux sac de couchage de Boy Scout est étalé sur un matelas gonflable qu'il a récupéré au garage et emporté au sous-sol. Le matelas a un petit trou. Brady imagine qu'il devra en acheter un neuf un jour ou l'autre s'il veut continuer à dormir ici, quel que soit le peu de temps qu'il lui reste à purger sur cette terre. Où peut-il dormir d'autre? Il ne peut pas se résoudre à dormir dans sa chambre à l'étage. Pas avec sa mère morte gisant dans sa propre chambre au bout du couloir, probablement déjà en train de se décomposer sous les draps. Il a mis l'air conditionné et l'a réglé au maximum. Mais il ne se fait pas d'illusions quant à l'efficacité du procédé, ou à sa durée. Dormir sur le canapé du salon n'est pas envisageable non plus. Il l'a nettoyé aussi bien qu'il a pu et a retourné les coussins, mais l'odeur du vomi est tenace. Non, il n'y a qu'ici qui convienne, dans son abri spécial, sa salle de contrôle. Bien sûr, le sous-sol a aussi ses fantômes. C'est là que son petit frère est mort. Sauf que mort est un euphémisme, et qu'il est un peu tard pour les euphémismes. Brady repense au nom de Frankie qu'il utilisait quand il discutait avec Olivia Trelawney sous le parapluie de Debbie. C'était comme si Frankie était encore un peu en vie, sauf que quand cette pute de Trelawney était morte, Frankie était mort avec elle. Mort à nouveau. « Je t'ai jamais aimé de toute façon », dit-il en regardant vers le bas des marches. Sa voix est étrangement enfantine, aiguë et haut perché, mais Brady ne le remarque pas. « Et j'avais pas le choix », il s'interrompt. « On n'avait pas le choix ». Il pense à sa mère, et comme elle était belle à cette époque révolue. Deborah Hartsfield était l'une de ces rares pom-pom girls qui, même après 2 grossesses, avaient réussi à garder ce corps ferme et jeune qui dansait et se pavanait le long de la ligne de touche sous les projecteurs du vendredi soir. Grande, plantureuse, chevelure de miel. Durant les premières années de son mariage, elle ne prenait pas plus d'un verre de vin au dîner. Pourquoi boire à l'excès quand la vie était belle sobre? Elle avait son mari, sa maison dans les faubourgs nord de la ville, pas vraiment un palace, mais quelle première maison l'était, et ses 2 garçons. Quand son père était mort, Brady avait 8 ans et Frankie 3. Frankie était un enfant quelconque et du genre un peu lent. Brady, à l'inverse, était mignon,
et avait l'esprit vif. Et quel charmeur c'était! Sa mère en était gaga, et c'était réciproque. Ils passaient de longs samedis après-midi blottis l'un contre l'autre, sous la couverture du canapé, à regarder des vieux films, en buvant du chocolat chaud pendant que Norm bricolait au garage et que Frankie rampait sur le tapis, jouant avec ses constructions en bois et le camion de pompier qu'il aimait tellement qu'il lui avait même donné un nom, Sammy. Norm Hartsfield était électricien chez Central States Power. Il gagnait bien sa vie à grimper aux pylônes, mais il avait de plus grandes aspirations. Peut-être que c'était à ces aspirations qu'il rêvait ce jour-là sur la route 51, au lieu de se concentrer sur ce qu'il faisait. Ou peut-être qu'il avait perdu un peu l'équilibre, et qu'il s'était rattrapé du mauvais côté pour ne pas tomber. Peu importe la raison, l'issue avait été fatale. Son collègue était en train de signaler qu'ils avaient trouvé la coupure et que les réparations étaient bientôt terminées, quand il avait entendu un crépitement. C'étaient 20 000 volts d'électricité de la centrale à charbon de la CSP se propageant dans le corps de Norm Hartsfield. Son collègue avait levé la tête juste à temps pour voir Norm basculer de la nacelle et faire un plongeon de 12 mètres vers le sol, avec sa main gauche fondue et la manche de son uniforme en feu. Accro aux cartes de crédit, comme une grande partie de la classe moyenne américaine en cette fin de siècle, les Hartsfield avaient moins de 2 000 $ d'économie. C'était maigre. Mais ils avaient une bonne assurance. Et CSP ajouta 70 000 $ en échange de la signature d'un bout de papier déchargeant la compagnie de toute responsabilité dans la mort de Norman Hartsfield. Pour Deborah Ann, ça ressemblait à un seau entier rempli de fric. Elle remboursa le prêt immobilier et acheta une nouvelle voiture. Il ne lui vint jamais à l'esprit que certains seaux ne se remplissent qu'une seule fois. Elle était coiffeuse à l'époque où elle avait rencontré Norm et elle reprit du service après sa mort. Après 6 mois de veuvage, elle commença à fréquenter un homme qu'elle avait rencontré un jour à la banque. Rien qu'un jeune cadre, avait-elle dit à Brady, mais il avait un avenir prometteur, comme elle disait. Elle le ramena à la maison. Il ébouriffa les cheveux de Brady et l'appela champion. Il ébouriffa les cheveux de Frankie et l'appela petit champion. Brady ne l'aimait pas. Il avait de grandes dents, comme les vampires dans les films d'horreur. Mais il ne le montra pas. Il avait déjà appris à porter un masque de contentement et à garder ce qu'il ressentait pour lui. Un soir, avant d'emmener sa mère dîner, le petit ami avait dit à Brady « Ta mère est une charmeuse et toi aussi. » Brady avait souri et dit merci, en espérant que le petit ami mourrait dans un accident de voiture. Du moment que sa maman n'était pas dans la voiture avec lui, bien sûr. Le petit ami aux dents de vampire n'avait pas le droit de prendre la place de son père. Ça, c'était le rôle de Brady. Frankie s'était étouffé avec sa pomme au milieu des Blues Brothers. C'était censé être un film drôle. Brady ne voyait pas en quoi c'était si drôle, mais sa mère et Frankie étaient morts de rire. Sa mère était heureuse, et sur son 31, car elle s'apprêtait à sortir avec le petit copain. La baby-sitter n'allait pas tarder. C'était une grosse truie stupide qui fouinait toujours dans le frigo pour voir ce qu'il y avait de bon à manger dès que Deborah Ann s'en allait, avec son gros cul qui débordait quand elle se penchait. Il y avait 2 bols sur la table basse, un rempli de pop-corn, l'autre de tranches de pommes saupoudrées de cannelle. À un moment donné dans le film, il y a des gens qui chantent dans une église, pendant qu'un des Blues Brothers remonte la nef en faisant des flips arrière. Frankie était assis par terre à rigoler comme un petit fou, pendant que le gros Blues Brothers faisait ses flips arrière. Et quand il avait repris son souffle pour rigoler de plus belle, il avait aspiré un morceau de pomme qui s'était coincé dans sa gorge. Il s'était arrêté net de rire et avait commencé à tressauter dans tous les sens en se griffant la gorge. La mère de Brady s'était mise à crier et l'avait pris dans ses bras. Elle l'avait serré fort pour essayer d'expulser le morceau de pomme, mais ça ne marchait pas. Le visage de Frankie était devenu tout rouge. Elle avait mis la main dans sa bouche et au fond de sa gorge pour essayer d'attraper le morceau de pomme. Impossible. Le visage de Frankie commençait à perdre sa couleur rouge. « Oh, Seigneur Jésus !» s'écria Deborah. Puis elle se précipita vers le téléphone. Alors qu'elle décrochait, elle cria à Brady. « Reste pas planté là comme un petit con! Tape-lui dans le dos !» Brady n'aimait pas qu'on lui crie dessus, et sa mère ne l'avait jamais traité de petit con avant. Mais il frappa quand même dans le dos de Frankie. Il frappa fort.
Mais le morceau de pomme ne sortait pas. Maintenant, le visage de Frankie devenait bleu. Brady eut une idée. Il attrapa Frankie par les chevilles et lui mit la tête en bas, ses cheveux frottant contre le tapis. Le morceau de pomme ne voulait toujours pas sortir. « Arrête de faire l'andouille, Frankie !» dit Brady. Frankie continua de respirer. Enfin, en quelque sorte. Disons qu'il émettait des petits sifflements de gorge, jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Puis il s'arrêta. Les ambulanciers entrèrent. Ils portaient des uniformes noirs avec des pièces de tissu jaune sur leurs vestes. Ils envoyèrent Brady à la cuisine pour ne pas qu'il regarde, mais il entendit sa mère crier, et plus tard, il vit des gouttes de sang sur le tapis. Mais toujours pas de morceaux de pomme. Puis tout le monde sauf Brady partit avec l'ambulance. Il s'assit sur le canapé, mangea du pop-corn et regarda la télé. Pas les Blues Brothers. C'était nul, les Blues Brothers. Ça faisait que chanter et courir dans tous les sens. Il tomba sur un film où un fou prenait un bus scolaire en otage. Ça, c'était plutôt palpitant comme film. Quand la grosse babysitter arriva, Brady annonça « Frankie s'est étranglé avec un morceau de pomme. Il y a de la glace dans le frigo, vanille et éclat de noisette. Mange-en autant que tu veux. » Peut-être, pensa-t-il, que si elle en mange suffisamment, elle aura une crise cardiaque, et alors je pourrais appeler le 911, ou laisser la grosse truie étalée par terre. Ce serait sûrement mieux. Il pourrait la regarder. Deborah Ann rentra enfin à la maison à 11 heures du soir. La grosse babysitter avait mis Brady au lit, mais il ne dormait pas, et quand il descendit en pyjama, sa mère le prit dans ses bras. La grosse demanda comment allait Frankie, mais c'était de l'hypocrisie. La raison pour laquelle Brady savait que c'était de l'hypocrisie, c'était parce que lui-même se fichait de savoir comment il allait. Alors pourquoi la grosse truie s'en serait souciée? « Il va s'en sortir », dit Deborah Ann avec un grand sourire. Puis, quand la grosse babysitter partit, elle se mit à pleurer comme une madeleine. Elle sortit le vin du frigo, mais au lieu de s'en servir un verre, elle but directement au goulot. « En fait, non, peut-être pas, » dit-elle à Brady en essuyant le vin qui lui coulait sur le menton. « Il est dans le coma. Tu sais ce que c'est? »« Oui, comme dans les séries avec les docteurs. C'est ça. » Elle posa un genou à terre. Ils étaient maintenant face à face. Être aussi proche d'elle, respirant le parfum qu'elle avait mis pour son rendez-vous qui n'eut jamais lieu, fit naître une sensation bizarre dans son ventre. C'était drôle, mais agréable. Il regardait le truc bleu sur ses paupières. C'était étrange, mais agréable. Il a arrêté de respirer pendant longtemps avant qu'ils arrivent à faire passer de l'air. Le docteur a dit que même s'il sort du coma, il risque d'avoir le cerveau endommagé. Brady pensait que Frankie avait déjà le cerveau endommagé. Il était tellement bête à trimballer son camion de pompiers partout avec lui. Mais il ne dit rien. Sa mère portait un chemisier qui laissait voir le haut de ses nénés. Ça aussi, ça lui faisait quelque chose de rigolo dans le ventre. « Si je te dis quelque chose, tu promets de ne le répéter à personne? À personne du tout ?» Brady promit. Il savait garder un secret. « Ce serait peut-être mieux qu'il meure. Parce que s'il se réveille avec des lésions au cerveau, je ne sais pas ce qu'on va faire. » Puis elle le serra dans ses bras, et ses cheveux lui chatouillèrent le visage, et l'odeur de son parfum était très forte. Elle dit « Dieu merci, c'est pas toi mon lapin. Dieu merci. » Brady la serra aussi, pressant son petit torse contre ses nénés. Il bandait. Frankie s'était réveillé, et bien évidemment, il avait le cerveau endommagé. Il n'avait jamais été très intelligent. Il tient ça de son père, avait dit Deborah Ann un jour. Mais comparé à maintenant, c'était un génie dans sa période d'avant le morceau de pomme. Il avait été propre relativement tard, pas avant au moins 3 ans et demi, et voilà qu'on lui remettait des couches. Son vocabulaire ne comptait plus qu'une 12aine de mots. Au lieu de marcher, il déambulait à travers la maison en boitillant et en traînant les pieds. Des fois, il s'endormait d'un coup, et profondément, mais seulement dans la journée. La nuit, il avait plutôt tendance à errer, et avant de se lancer dans ses safaris nocturnes, il avait l'habitude d'arracher ses pampers. D'autres fois, il allait dans le lit de sa mère. Mais le plus souvent, il allait rejoindre Brady, qui se réveillait pour trouver ses draps trempés, et Frankie,
le dévorant d'un regard d'amour inquiétant et niais. Frankie devait aller régulièrement chez le docteur. Il ne respirait toujours pas correctement. Au mieux, il émettait un sifflement humide. Au pire, quand il avait un de ces rhumes à répétition, un aboiement râpeux. Il ne pouvait plus manger de nourriture solide. On devait lui mixer des purées, et il mangeait sur une chaise haute. Boire au verre était absolument hors de question. Alors ils avaient ressorti les tasses pour bébé. Le petit copain de la banque s'était tiré depuis belle lurette, et la grosse baby-sitter ne s'éternisa pas non plus. Elle dit qu'elle était désolée, mais qu'elle ne pouvait pas supporter de voir Frankie dans cet état. Un temps, Deborah Ann embaucha une auxiliaire de vie à plein temps qui finit par lui coûter plus d'argent qu'elle-même n'en gagnait au salon de coiffure. Alors Deborah Ann se passa de ses services et arrêta de travailler. Ils vivaient maintenant sur leurs économies. Elle se mit à boire davantage, passant du vin à la vodka, qu'elle qualifiait de « soins palliatifs plus efficaces ». Brady s'asseyait avec elle sur le canapé et buvait du Pepsi. Il regardait Frankie ramper sur le tapis avec son camion de pompier dans une main et sa tasse bleue remplie aussi de Pepsi dans l'autre. « Ça fond aussi vite que la calotte glaciaire », disait Deborah Ann, et Brady n'avait plus besoin de demander quoi. « Et quand il y en aura plus, on se retrouvera à la rue ?» Elle alla voir un avocat, dans le même centre commercial où Brady, quelques années plus tard, donnerait une pichenette dans la gorge d'un ado attardé et agaçant, et paya $100 la consultation. Elle emmena Brady avec elle. L'avocat s'appelait Greensmith. Il portait un costume bon marché et n'arrêtait pas de zioter les nénés de Deborah Ann. « Je peux vous dire ce qui s'est passé, » dit-il. « J'ai déjà vu ça. Le morceau de pomme avait laissé suffisamment d'espace dans sa trachée pour qu'il puisse continuer à respirer. C'est dommage que vous ayez mis les doigts au fond de sa gorge. C'est tout. »« Mais j'essayais juste de l'attraper » s'offusqua Deborah Ann. « Je sais, c'est ce que n'importe quelle mère aurait fait. Mais au lieu de ça, vous l'avez enfoncé encore plus profond et bloqué complètement sa trachée. Si c'était un ambulancier qui avait fait ça, vous auriez de quoi intenter un procès, d'au moins quelques centaines de milliers de dollars, peut-être même 1 500 000. J'ai déjà vu ça. Mais c'était vous, et vous leur avez dit que vous l'aviez fait, pas vrai ?» Deborah Ann admit que oui. « L'ont-ils intubé ?» »« Oui, ils l'avaient intubé. »« Ok, il est là votre procès. Ils ont dégagé les voies respiratoires, mais dans le même temps, ils ont poussé ce sale bout de pomme encore plus loin. » Il se carra dans son fauteuil, posa sa main à plat, doigts écartés, sur le plastron de sa chemise blanche légèrement jaunie, et lorgna de nouveau les nénés de Deborah Ann, peut-être juste pour s'assurer qu'il n'avait pas glissé hors de son soutien-gorge pour s'échapper. D'où les lésions cérébrales. « Donc, vous acceptez de nous défendre ?»« J'en serais ravi, si vous avez les moyens de payer pour les 5 années de procédure que ça prendra. Parce que l'hôpital et leur assurance se battront jusqu'au bout. Déjà vu ça. »« Combien ?» Greensmith annonça un montant, et Deborah Ann quitta son bureau, tenant Brady par la main. Ils remontèrent dans la Honda, alors neuve, et elle pleura. Cela fait, elle lui dit de mettre la radio pendant qu'elle allait faire une autre petite course. Brady savait ce qu'était l'autre course. Une grande bouteille de soins palliatifs. Au fil des ans, Deborah Ann repassa plusieurs fois dans sa tête son rendez-vous chez l'avocat, concluant toujours par la même déclaration amère. « J'ai donné $100 que j'avais pas à un avocat en costume de chez Men's Wearhouse pour m'entendre dire que j'avais pas les moyens de me battre contre de grosses compagnies d'assurance et que j'allais me faire baiser. » L'année qui suivit donna l'impression de durer 5 ans. Il y avait un monstre pompeur de vie à la maison, et le monstre s'appelait Frankie. Parfois, quand il renversait quelque chose ou réveillait Deborah Ann de sa sieste, elle lui donnait une fessée. Une fois qu'elle avait complètement perdu les pédales, elle l'avait frappé à la tête, l'envoyant au tapis, sonné, les yeux dans le vague. Elle l'avait relevé et enlacé, avait pleuré et s'était excusée, mais il y a des limites à ce qu'une femme peut endurer. Elle allait faire des extras chez Air Today dès qu'elle pouvait. Quand cela arrivait, elle disait à l'école que Brady était malade pour qu'il puisse garder son petit frère. Parfois,
Brady surprenait Frankie en train d'essayer d'attraper des trucs qu'il n'était pas censé avoir, ou des trucs qui appartenaient à Brady, comme son Atari arcade. Et alors Brady giflait les mains de Frankie, jusqu'à ce que Frankie pleure. Quand les vagissements commençaient, Brady se rappelait que ce n'était pas la faute de Frankie, qu'il avait des lésions cérébrales à cause de cette de cette putain de pomme, et il était submergé par un mélange de culpabilité, de rage et de chagrin. Alors il prenait Frankie sur ses genoux et le berçait en lui disant qu'il était désolé. Mais il y a des limites à ce qu'un homme peut endurer. Et il était un homme. C'était aimant qu'il disait, l'homme de la maison. Il devint habile pour changer les couches de Frankie, mais quand il y avait du caca, non, c'était de la merde, pas du caca, de la merde, il lui pinçait parfois les jambes, en lui criant de ne pas bouger, connard, pas bouger. Même si Frankie ne bougeait déjà pas, allongé là avec Sammy son camion de pompiers serré contre lui et ses grands yeux de débilos s'attardaient fixés au plafond. Cette année-là avait été pleine de parfois. Parfois, il aimait Frankie de tout son cœur et lui faisait des bisous. Parfois, il le secouait et lui disait « C'est de ta faute, on va se retrouver à la rue et c'est de ta faute ». Parfois, en mettant Frankie au lit après sa journée au salon de coiffure, Deborah Anne voyait les bleus sur les jambes et les bras du petit garçon. Une fois sur sa gorge, qui portait encore la cicatrice de la trachéotomie que les ambulanciers avaient pratiquée. Jamais elle ne dit quoi que ce soit. Parfois, Brady aimait Frankie. Parfois, il le détestait. Le plus souvent, il ressentait les deux à la fois, et ça lui donnait des migraines. Parfois, le plus souvent quand elle était saoule, Deborah Anne se lamentait du virage désastreux qu'avait pris sa vie. « J'ai droit à aucune aide, ni de la ville, ni de l'État, ni même du putain de gouvernement fédéral. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on a encore trop d'argent de l'assurance et des dommages et intérêts de la mort de papa. Voilà pourquoi. Tout le monde se fout de savoir que tout part, mais que rien ne rentre. Tout le monde. Quand on vivra dans un foyer de sans-abri dans l'O'Brien Avenue, là je pourrais demander des aides. Vraiment trop sympa. » Parfois, Brady regardait Frankie et pensait « T'es en travers du chemin. T'es en travers du chemin, Frankie. En travers de ce putain d'enfoiré de chemin de merde. » Parfois, souvent, Brady détestait ce putain d'enfoiré de monde de merde. S'il y avait un Dieu, comme les hommes du dimanche le disaient à la télé, est-ce qu'il ne prendrait pas Frankie avec lui au paradis pour que sa mère puisse retourner travailler et qu'il ne finisse pas à la rue, ou dans l'O'Brien Avenue, où sa mère disait qu'il n'y avait que des nègres drogués et armés? S'il y avait un Dieu, pourquoi est-ce qu'il avait laissé Frankie s'étrangler avec ce putain de morceau de pomme pour commencer? Et puis le laisser se réveiller avec le cerveau endommagé, ça c'était carrément pire, putain. Il n'y avait pas de Dieu. Il n'y avait qu'à regarder Frankie ramper par terre avec son foutu Sammy dans une main, puis se relever et traîner la jambe un moment avant d'abandonner et de recommencer à ramper pour comprendre que l'idée de Dieu était complètement ridicule. Frankie avait fini par mourir. Tout s'était passé très vite. Un peu comme écraser ces gens au City Center, d'une certaine manière. Il n'y avait pas eu de préméditation, simplement un sentiment d'évidence. On pouvait presque dire que c'était un accident, ou le destin. Brady ne croyait pas en Dieu, mais il croyait au destin. Et parfois, l'homme de la maison se doit d'être le bras droit du destin. Sa mère faisait des pancakes pour le dîner. Frankie jouait avec Sammy. La porte du sous-sol était ouverte, car Deborah Anne avait acheté 2 cartons de papier toilette premier prix à Chapter 11 et qu'il les stockait en bas. Il n'y en avait plus dans les 2 salles de bain, alors elle avait envoyé Brady en chercher. Il avait les mains pleines quand il était remonté, et n'avait pas pu fermer la porte derrière lui. Il pensait que maman le ferait, mais quand il était redescendu après avoir réapprovisionné les salles de bain à l'étage, la porte était toujours ouverte. Frankie était par terre. Il poussait son camion sur le lino en faisant vroom vroom. Il portait un pantalon rouge tout boursouflé à cause de sa couche triple épaisseur. Il progressait de plus en plus dangereusement vers la porte ouverte et les marches abruptes au-delà, mais Deborah Anne ne bougeait toujours pas. Elle ne demanda pas non plus à Brady, qui mettait maintenant le couvert, de fermer la porte. « Vroom vroom » dit Frankie. « Vroom vroom » Il poussa le camion de pompiers.
Samy roula jusqu'à la porte du sous-sol, buta contre le montant et s'arrêta là. Deborah Ann quitta la gazinière. Elle s'avança vers la porte du sous-sol. Brady pensait qu'elle allait ramasser le camion de pompiers et le rendre à Frankie, mais non. Elle donna un coup de pied dedans à la place. Il y eut une légère succession de claquements lorsqu'il dévala les marches jusqu'en bas. « Oups !» dit-elle. « Samy a tombé, a fait badaboum. » Sa voix était monocorde. Brady s'avança. Voilà qui était intéressant. « Pourquoi t'as fait ça, maman ?» Deborah Ann posa les mains sur ses hanches, la spatule dépassant d'un côté. Elle dit « Parce que j'en peux plus de l'entendre faire ce bruit. » Frankie ouvrit la bouche et se mit à bêler. « Tais-toi, Frankie !» dit Brady. Mais Frankie ne se tut pas. Au lieu de ça, il se traîna sur la première marche de l'escalier et regarda en bas dans l'obscurité du sous-sol. De cette même voix monocorde, Deborah Ann dit « Allume la lumière, Brady, pour qu'il puisse voir Samy. » Brady alluma la lumière et jeta un coup d'œil par-dessus son frère bêlant. « Ouais, dit-il. Il est là, tout en bas. Tu le vois, Frankie ?» Frankie rampa encore un peu plus, toujours pleurnichant. Il regarda dans le vide. Brady regarda sa mère. Deborah Ann lui répondit par le plus léger et plus imperceptible hochement de tête. Brady ne réfléchit pas. Il donna simplement un coup de pied dans la couche triple épaisseur et bye-bye Frankie. Son petit frère dégringola dans une succession de sauts périlleux maladroits qui rappelèrent à Brady les flips arrière du gros Blues Brothers dans la nef de l'église. Au premier saut périlleux, Frankie bêlait toujours, mais au deuxième, sa tête heurta une marche et les bêlements cessèrent d'un coup, comme si Frankie était une radio et que quelqu'un venait de tourner le bouton. C'était horrible, mais ça avait son côté marrant. Encore un saut périlleux, jambes voltigeant mollement, écartées en forme de Y, puis il percuta tête la première le sol de la cave. « Oh mon Dieu, Frankie est tombé !» cria Deborah Ann. Elle lâcha la spatule et dévala les marches. Brady la suivit. Frankie avait le cou brisé. Même Brady pouvait s'en rendre compte, car il était tout plié vers l'arrière. Mais il était encore en vie. Il respirait par petits grognements. Du sang coulait de son nez, et du côté de sa tête aussi. Ses yeux bougeaient de gauche à droite, mais c'était tout ce qui bougeait. Pauvre Frankie. Brady se mit à pleurer. Sa mère aussi pleurait. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Brady. « Qu'est-ce qu'on fait, maman ? Monte me chercher un coussin. » Il fit ce qu'elle demandait. Quand il redescendit, Samy, le camion de pompiers, était posé sur le torse de Frankie. « Je voulais qu'il l'ait avec lui, mais il n'arrive pas à le tenir, » dit Deborah Ann. « Ouais, » répondit Brady, « il est sûrement paralysé. Pauvre Frankie. » Frankie leva les yeux vers sa mère, puis vers Brady. « Brady, » dit-il. « Ça va aller, Frankie, » dit Brady en tendant le coussin à sa mère. Deborah Ann le prit et le posa sur le visage de Frankie. Ça ne prit pas longtemps. Puis elle envoya Brady remettre le coussin sur le canapé et rapporter un gant de toilette humide. « Éteins la gazinière au passage. Les pancakes sont en train de brûler, je le sens. » Elle essuya le visage de Frankie pour nettoyer le sang. Brady trouva ça très gentil et maternel. Des années plus tard, il réalisa qu'elle avait aussi veillé à ce qu'il ne reste aucune fibre du coussin sur son visage. Quand Frankie fut propre, bien qu'il restât encore du sang dans ses cheveux, Brady et sa mère s'assirent sur les marches du sous-sol et le regardèrent. Deborah Ann avait passé son bras autour des épaules de Brady. « Je ferais mieux d'appeler le 911, » dit-elle. « D'accord. Il a poussé Samy trop fort et Samy est tombé. Il a essayé de le rattraper et il a perdu l'équilibre. Moi, je faisais les pancakes pendant que tu montais le papier toilette à l'étage. T'as rien vu. Quand t'es redescendu au sous-sol, il était déjà mort. »« D'accord. Répète. » Brady répéta. Il avait toujours des A à l'école et il avait une bonne mémoire. « Peu importe ce que l'on te demande, ne dis jamais rien de plus. Ne rajoute rien et ne change rien. »« D'accord. Mais je peux dire que tu pleurais ?» Elle sourit. Elle lui fit un bisou sur le front et sur la joue.
puis elle l'embrassa sur la bouche. « Oui, mon lapin, tu peux le dire. Ça va aller maintenant? »« Oui. » Il n'y avait pas la moindre hésitation dans sa voix. « Ça va aller. » Elle avait raison. Ils n'eurent droit qu'à quelques questions, et pas des questions difficiles. Il y eut un enterrement. C'était beau. Frankie était dans un cercueil taille Frankie, et il portait un costume. Il n'avait pas l'air d'avoir le cerveau endommagé. Il avait juste l'air profondément endormi. Avant qu'il ne referme le cercueil, Brady embrassa son frère sur la joue et glissa Sammy le camion de pompiers à côté de lui. Il y avait juste assez de place. Cette nuit-là, Brady eut la première de ses vraiment grosses migraines. Il se mit à imaginer que Frankie était sous son lit et son mal de tête empira. Il longea le couloir jusqu'à la chambre de sa mère et se mit au lit avec elle. Il ne lui dit pas qu'il avait peur que Frankie soit sous son lit, juste qu'il avait si mal à la tête qu'il pensait qu'elle allait exploser. Elle le prit dans ses bras, l'embrassa, et il se tortilla tout contre elle, fort, fort, fort. C'était bon de se tortiller. Ça apaisait sa migraine. Ils s'endormirent ensemble. Et le lendemain, ils n'étaient plus que tous les deux, et la vie était meilleure. Deborah Ann récupéra son ancien travail, mais il n'y eut plus de petits copains. Elle disait que Brady était le seul petit copain qu'elle voulait à présent. Ils ne reparlèrent jamais de l'accident de Frankie, mais des fois, Brady en rêvait. Il ne savait pas si sa mère aussi en rêvait, mais elle buvait beaucoup de vodka, tellement qu'elle finit par perdre son job à nouveau. Mais c'était pas grave, car il était devenu suffisamment grand pour commencer à travailler. Et ça ne lui manquait pas de ne pas aller à la fac. La fac, c'était pour les gens qui ne savaient pas qu'ils étaient intelligents. Brady s'extirpe de ses souvenirs, une rêverie si profonde qu'on dirait de l'hypnose, pour s'apercevoir qu'il a les genoux couverts de plastique déchiqueté. D'abord, il ne sait pas d'où ça vient, puis il voit le journal sur son établi et comprend qu'il a déchiré l'emballage plastique avec ses ongles pendant qu'il pensait à Frankie. Il jette les bouts de plastique à la poubelle, ramasse le journal et lit les gros titres d'un air absent. Du pétrole se déverse toujours dans le golfe du Mexique, et les représentants de British Petroleum clament qu'ils font de leur mieux, alors que le public ne cesse de les dénigrer. Nidal Hassan, le connard de psy qui a criblé de balles la base militaire de Fort Hood au Texas, sera déféré devant la justice dans les prochains jours. « T'aurais dû prendre une Mercedes, Nidal chéri », pense Brady. Paul McCartney, l'ancien Beatles que la mère de Brady appelait « regard de vieille épagneule », reçoit une médaille à la Maison-Blanche. Pourquoi, se demande parfois Brady, est-ce qu'il faut que les moins talentueux raflent toujours tout? C'est juste une preuve de plus que le monde va mal. Brady décide d'emporter le journal à la cuisine et de lire la rubrique politique. Ça, plus une pastille de mélatonine, devrait suffire à le faire dormir. À mi-chemin dans les escaliers, il retourne le journal pour voir ce qu'il y a sous la pliure et se fige. Il y a 2 photos de femmes, l'une à côté de l'autre. L'une est Olivia Trelawney. L'autre est bien plus vieille, mais la ressemblance ne trompe pas. Surtout ses lèvres minces de pétasse. « Décès de la mère d'Olivia Trelawney », dit le titre. Et en dessous, révoltée par le traitement indécent réservé à sa fille, elle avait dénoncé la couverture médiatique qui, selon elle, avait détruit sa vie. Suivent 2 paragraphes de diatribe. En réalité, une simple excuse pour faire remonter la tragédie de l'an passé. Si le mot tragédie vous plaît, songe Brady sarcastique, en première page d'un journal lentement asphyxié par Internet. Les lecteurs sont priés de se rendre à la rubrique nécrologique, page 26. Et Brady, maintenant assis à la table de la cuisine, ne perd pas une seconde. Le nuage d'effroyable consternation qui l'entourait depuis que sa mère est morte a été balayé en un instant. Son cerveau tourne à plein régime, assailli d'idées se rassemblant comme les pièces d'un puzzle, volant en éclats, puis se rassemblant à nouveau. Ce processus lui est familier, et il sait que ça va continuer ainsi jusqu'à ce que la connexion ultime se fasse et qu'une image claire et précise apparaisse. Elizabeth C. Royce Wharton, 87 ans, est décédée dans son sommeil le 29 mai 2010 à l'hôpital de Warsaw County,
née le 19 janvier 1923, fille de Marcel et Catherine Sirois, Elisabeth laisse un frère, Henry Sirois, une sœur, Charlotte Gibney, une nièce, Holly Gibney, et sa deuxième fille, Janelle Patterson. Elle rejoint son mari, Alvin Wharton, et sa fille bien-aimée, Olivia Trelawney. La présentation du corps aura lieu mardi 1er juin de 10h à 13h aux pompes funèbres Sohams et sera suivie d'une cérémonie d'hommage à la défunte mercredi 2 juin à 10h au même endroit. Un buffet pour les amis proches et la famille sera servi au 729 Lilac Drive à Sugar Heights. La famille ne souhaite recevoir aucune fleur, mais invite plutôt à faire des dons à la Croix-Rouge américaine ou à l'Armée du Salut, association humanitaire favorite d'Elizabeth Wharton. Brady lit tout ça très attentivement, avec quelques questions en tête. Est-ce que le gros flic sera à la présentation du corps, à la cérémonie d'hommage à la défunte mercredi, au buffet? Brady parie qu'il sera présent aux trois, guettant le criminel, le guettant, lui, parce que c'est le boulot d'un flic. Il se souvient du dernier message qu'il a envoyé à Hodges, ce bon vieil Offred. Il sourit maintenant et dit tout haut « Tu me verras pas arriver. »« Assure-toi que non, » rétorque Deborah Ann Hartsfield. Il sait qu'elle n'est pas vraiment là, mais il la voit presque, assise en face de lui, dans sa jupe crayon noir et le chemisier bleu qu'il affectionne tout particulièrement. Celui qui est si transparent qu'on peut voir le fantôme de son soutien-gorge au travers. « Parce qu'il sera sur le qui-vive. »« Je sais, » dit Brady. « T'inquiète pas. »« Bien sûr que je m'inquiéterai. Je peux pas m'en empêcher. T'es mon lapin à moi. » Il retourne au sous-sol et se glisse dans son sac de couchage. Le matelas gonflable siffle. La dernière chose qu'il fait avant d'éteindre les lumières à l'aide de la reconnaissance vocale, c'est de régler le réveil de son iPhone à 6h30. Demain sera une longue journée. Mis à part les petits points rouges lumineux signalant l'état de veille de ses ordinateurs, la salle de contrôle souterraine est dans l'obscurité totale. De dessous l'escalier, sa mère lui parle. « Je t'attends, mon lapin. Ne sois pas trop long. »« J'arrive, maman. » Le sourire aux lèvres, Brady ferme les yeux. 2 minutes plus tard, il ronfle. Le lendemain matin, Jeannet ne sort pas du lit avant 8h passées. Elle porte son tailleur pantalon de la veille. Hodges, toujours en boxer, est au téléphone. Il lève un doigt dans sa direction. Un geste qui veut dire à la fois bonjour et je suis à toi dans une seconde. Non, c'est pas grave, dit-il. Juste un petit truc qui me tracasse. Si tu pouvais vérifier, j'apprécierais vraiment. Il écoute. Non, j'ai pas envie d'embêter Pete avec ça. Ne lui en parle pas, d'accord? Il est suffisamment occupé comme ça avec l'affaire Donald Davis. Il écoute encore un peu. Jeannet se pose sur la coudoir du canapé, tapote sa montre et articule « La présentation du corps !» Hodges hoche la tête. « C'est ça, » dit-il dans le combiné. « Disons entre l'été 2007 et le printemps 2009. Du côté de Lake Avenue, en centre-ville. Là où il y a tous ces nouveaux appartes de Bourges. » Il fait un clin d'œil à Jeannet. « Merci, Marlowe, t'es un amour. Et je te jure que je suis pas en train de devenir un tonton, ok ?» Écoute encore, opinant du chef. « Ok, ouais. Je dois filer, mais salut filer les enfants pour moi. On se voit bientôt, pour manger. Bien sûr que c'est moi qui régale. D'accord. Bye. » Il raccroche. « Faut que tu t'habilles vite, » dit Jeannet, « puis que tu me ramènes chez moi pour que je me ravale la façade avant d'aller aux pompes funèbres. Ça pourrait aussi être sympa que je change de sous-vêtements. Avec quelle rapidité peux-tu sauter dans ton costume ? » Une grande rapidité. Et t'as pas vraiment besoin de maquillage. Elle lève les yeux au ciel. Dis ça à tante Charlotte. Elle fait carrément partie de la brigade anti-pas de doigts. Allez, bouge et emporte un rasoir. Tu pourras faire ça chez moi. Elle reconsulte sa montre. J'ai pas dormi aussi tard depuis 5 ans. Il se lève et part s'habiller dans sa chambre. Elle le rattrape à la porte, le fait tourner vers elle, pose ses mains sur ses joues et l'embrasse sur la bouche. Une bonne partie de jambes en l'air. C'est le meilleur des somnifères. J'imagine que j'avais oublié.
il l'enlace et la soulève du sol. Il ne sait pas combien de temps tout ça durera, mais il a bien l'intention de chevaucher la bête tant qu'elle n'est pas farouche. « Et mets ton chapeau, » dit-elle en le regardant de là-haut et en souriant. « J'ai bien fait de l'acheter. Ce chapeau, c'est toi. » Ils sont tellement heureux d'être ensemble et tellement déterminés à arriver aux pompes funèbres avant les autres membres infernaux de la famille qu'ils en oublient de faire le soum. Mais même s'ils avaient été en alerte rouge, ils n'auraient, presque certainement, rien remarqué d'alarmant. Il y a déjà plus d'une douzaine de voitures garées devant la petite zone commerciale à l'intersection de Harper Road et Hanover Street, et la Subaru couleur boue de Brady Hartsfield est celle qui passe le plus inaperçue. Il a soigneusement choisi son spot, de manière à ce que la rue du vieux flic se reflète directement dans son rétroviseur. Si Hodges va à la présentation du corps de la vieille, il descendra la colline et tournera à gauche sur Hanover. Et le voilà qui arrive, à 8h30 à peine passées, relativement plus tôt que ce que Brady attendait, étant donné que la présentation du corps n'aura pas lieu avant 10h et que les pompes funèbres ne sont qu'à 20 minutes grand max d'ici. Alors que la voiture tourne à gauche comme prévu, Brady est encore plus surpris de voir que le gros flic n'est pas seul. Sa passagère est une femme, et bien que Brady n'ait que le temps d'un bref coup d'œil, c'en est assez pour qu'il reconnaisse la sœur d'Olivia Trelawney. Elle a le pare-soleil baissé de manière à pouvoir se regarder dans le miroir pendant qu'elle se brosse les cheveux. La conclusion la plus évidente que peut en tirer Brady, c'est qu'elle a passé la nuit dans l'antre de célibataire de ce gros tas de vieux flics. Brady est médusé. Pourquoi, pour l'amour du ciel, voudrait-elle faire une chose pareille? Hodges est vieux, gros et moche. Elle ne peut pas vraiment coucher avec lui, si? C'est au-delà de l'imaginable. Puis il repense à la façon dont sa mère soulageait ses pires migraines et réalise, à contre-cœur, qu'en matière de sexe, aucun couple n'est au-delà de l'imaginable. Mais l'idée qu'Hodges le fasse avec la sœur d'Olivia Trelawney est rageante, et pas le moins du monde parce qu'on pourrait dire que c'est grâce à Brady qu'ils se sont rencontrés. Hodges est censé avoir le cul posé devant sa télé en envisageant l'idée du suicide. Il n'a absolument aucun droit de faire mumuse avec un pot de vaseline et sa main droite, et encore moins avec une jolie blonde. Brady se dit, il a dû lui laisser son lit et dormir sur le canapé. Cette idée au moins frise la logique et le fait se sentir mieux. Il suppose que Hodges pourrait coucher avec une jolie blonde s'il le voulait vraiment, mais il devrait payer pour ça. Et la pute réclamerait sûrement un supplément surpoids, se dit-il, et il éclate de rire en démarrant sa voiture. Avant de s'engager, il ouvre la boîte à gants, en sort truc 2 et le dépose sur le siège passager. Il ne l'a pas utilisé depuis l'année dernière, mais il l'utilisera aujourd'hui. Probablement pas aux pompes funèbres, cependant, car il doute qu'ils se rendent là-bas directement. Il est trop tôt. Brady pense qu'ils s'arrêteront d'abord à l'appartement de Lake Avenue, et il n'est pas nécessaire qu'il y arrive avant eux, du moment qu'il est là quand ils en ressortent. Il sait exactement comment il va procéder. Ça sera comme au bon vieux temps. À un feu rouge en centre-ville, il appelle Tones Frobisher à Discount Electronics pour lui dire qu'il ne viendra pas travailler aujourd'hui. Et probablement pas de la semaine. Se pinçant le nez pour se faire une voix enrhumée, il informe Tones qu'il a la grippe. Il pense au concert des Round Here au MAC jeudi soir et à son gilet suicide, et se voit bien ajouter « La semaine prochaine, j'aurai pas la grippe, je serai juste mort. » Il raccroche, balance son téléphone sur le siège passager à côté de truc 2 et éclate à nouveau de rire. Il voit une femme dans la file d'à côté, tout apprêtée pour le travail, en train de le fixer. Brady, rigolant maintenant si fort que des larmes lui coulent le long des joues et de la morve lui sort du nez, la gratifie d'un doigt d'honneur.